face à un tel scénario, bien entendu, vous décriviez tous les risques qu'il y avait, vous dites, j'ai été incapable de rester silencieux et de ne pas réagir vis-à-vis de vous. Il fallait que je vous parle, de vous à moi, n'y allez pas, c'est dangereux. Vous avez écrit ces mots, est-ce que vous aviez espoir sincèrement qu'il vous écoute à ce moment-là? Non, connaissant le personnage, je savais qu'il n'allait pas m'écouter. Et même en face, il n'allait pas m'écouter. Ça, c'est le personnage. Il est déterminé quand il croit. Je ne dirais pas ça. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur cette planète Terre qui est capable de l'arrêter. Peut-être les militaires qui sont arrivés à l'arrêter. Mais la question, c'est que j'ai dû mettre un bout en disant n'y allez pas, c'est dangereux. J'avais mis n'y allez pas, c'est fatal. J'aurais dû maintenir ce mot-là au regard de ce qui s'est passé. Mais bon, je suis anti-coup d'État militaire. Je ne me réjouis pas de ce qui s'est passé et je suis triste pour Alpha Condé. Je suis triste pour la Guinée. Pour autant, la Guinée ne s'arrêtera pas. Elle continue et elle se poursuit. Et je souhaite que cette Guinée se reprenne et de plus belle. Monsieur le ministre, attends, Antoine. Oui, Alpha Condé, oui, il faut que j'en dise deux mots. Je l'ai connu il y a plus de 25 ans. J'ai mangé chez lui. C'est un très bon cuisinier, il fait très très bien la cuisine. Et je l'ai défendu. Je suis arrivé à Conakry, je suis resté là pendant 2 mois et demi, à une époque très difficile du président Lansana Conté, qui avait donc appréhendé dans des conditions inacceptables le président Alpha Condé. Et on l'a sorti d'une prison au centre de Conakry, ici, de terre. Et le président Alpha Condé ne m'en voudra pas. Lorsqu'on l'a sorti de terre, on était 22 avocats africains venus le défendre. Sur les 22, Alpha n'en avait pas reconnu un seul. Il n'a pas reconnu un seul. Ouais. Parce qu'il avait passé du temps sous terre et dans des conditions inacceptables. Et on a dû se battre justement pour le sortir de là, pour qu'il ne sorte pas de là pour aller à l'audience. Et on a exigé qu'il sorte de là, qu'il soit mis en prison et qu'il vienne quasi normalement à l'audience. C'est comme ça que ça s'est passé. Et pendant 2 mois et demi, j'ai plaidé devant le président Sima, qui est le président de la Cour suprême actuelle aujourd'hui, dans des conditions tout aussi difficiles où Alpha, au bout du compte, a été condamné. Et quand Alpha a été libéré, avec beaucoup de bonheur, je l'ai reçu à Bamako, et il est allé à Dakar, il a fait sa tournée un peu. Et véritablement, à cette époque-là, on avait des relations tout autres. C'est pour ça que je me suis permis, lorsque j'ai vu qu'il a braillé sur le 3e mandat, qui pour moi est inacceptable dans tous les cas de figure, je me suis autorisé à lui envoyer une lettre ouverte. Est-ce qu'il vous a décrit ces moments-là, ces conditions de détention? Est-ce que vous souhaitez les partager avec nous, un président qui... On voit bien que... Pour une question de dignité, je souhaite ne pas en parler, mais ces conditions étaient atroces, exécrables. J'ai vu le président Alpha dans un état totalement méconnaissable, pour qu'il ne puisse pas reconnaître les 22 avocats qui étaient là. Robert Lossou était là, Ousmane Gom, qui est ministre de l'Intérieur, était là, l'ancien bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sûr, était là, et bien d'autres avocats. J'étais le plus jeune d'ailleurs. Est-ce que par la suite, vous avez compris, en tant que vous avez été ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, vous savez ce que c'est que la dignité humaine, le traitement par rapport à un prisonnier? Alpha Condé qui a vécu cette situation, est-ce que vous avez compris que par la suite, il puisse arrêter, quelquefois de façon arbitraire, des citoyens et les conduire en prison sans jugement jusqu'à ce que certains perdent la vie, en prison, en détention? J'en ai été meurtri, totalement meurtri. Et Alpha Condé ou un autre, c'est un état d'indignité que je ne souhaite à personne. Et vous savez, le pire, c'est que ceux qui tombent dans le trou, que vous aidez à sortir, sont les pires qui quand ils vous tombent dans le trou, vous écrasent. Bien. Allez-y. Victime est devenu bourreau. Comment on pourrait aller jusque-là? La question n'est pas comprise. Si, là, il a très bien compris la question. Les auditeurs n'ont pas entendu. Je dis, est-ce que vous pensez que la victime est devenue bourreau? Presque. 2 questions rapidement. Je vais vous taquiner un peu. Je reviens à l'avocat. Vous connaissez cette célèbre citation qui dit qu'il y a 2 sortes de justice. Les avocats qui connaissent bien la loi et les avocats qui connaissent bien le juge. Dans quelle catégorie d'avocats vous situez-vous? Alors, je vais vous compléter. En fait, ce n'est pas 2 catégories d'avocats qui connaissent la justice. Il y a 2 types d'avocats, et vous savez que la formule vient de qui? Je ne sais plus. François Mitterrand. Et qui avait donc 2 avocats, copains, Robert Badinter, tout à fait. Donc abolir la peine de mort, et puis l'autre qui était ministre des Affaires étrangères, de Viejancourt. Non. Qui a écrit le book, qui a été président de la Cour constitutionnelle. Tout à fait. Donc je me suis retrouvé moi dans une voiture avec Robert Badinter à Bamako.
qui était venu à l'occasion donc d'une conférence sur la peine de mort. Et tout seul dans la voiture, je lui ai dit, mais il paraît que Mitterrand disait qu'il avait 2 types d'avocats. Il dit oui. Et qu'il y a donc les avocats qui connaissent bien le juge et l'autre qui connaît bien la loi. Je lui ai posé la même question. Dans quelle catégorie vous vous situez? Il me dit, oh, moi je sais que je connais bien la loi, je me contente uniquement de la loi. J'essaye moi aussi d'être le plus près de la loi, même si de temps en temps, je suis avec des clients qui violent la loi. Voilà. Allez, 1 minute, Madame Hiro. Monsieur le ministre, comment comprendre que nous vivions, surtout dans la sous-région, que nous soyons toujours... que nous fassions une sorte de retour à la case départ, de coup d'État, des présidents qui suscitent de l'espoir au départ, qui déçoivent et qui sont renversés. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour que cela change dans nos différents pays? Alors, vous voyez, en termes d'exemple, président Abdoulaye Wade, impossible de penser 2 secondes qu'il peut faire autant de marche arrière. Le président Alassane Dramane Ouattara, qui était une icône, qui aujourd'hui est dans un contexte de 3e mandat, aussi insupportable qu'en Guinée, et le président Alpha Condé lui-même. La question fondamentale, c'est qu'on rase toujours nos têtes sans nous. Le peuple est en recul. Et le drame, c'est que le contrôle citoyen, qui est indispensable à tout processus démocratique, s'exerce sans nous. Nous sommes ceux qui dénonçons toujours ce qui se passe. Mais n'oubliez pas que parmi nous, ce sont aussi d'autres qui accompagnent ce qui se passe. Quand vous voyez les milliers de mains qui ont applaudi le 3e mandat ici, et ces mecs qui ont tenté d'applaudir également le coup d'État militaire qui a suivi, il y a un souci majeur. Donc la question, c'est redevenons des vrais citoyens, débarrassons-nous de tout ce qui peut être tentation. Tentation de la communauté, tentation de l'argent et tentation de la religion. Les 3 choses font qu'on est complètement aveuglé et notre rapport avec la politique est plutôt subjectif, alors qu'il doit être objectif. Bien. Alors, on a suivi ce qui s'est passé au Mali. Lorsque IBK a été déposé, on a vu la CEDEAO, balai de la CEDEAO, donc des chefs d'État qui ont dit tout de suite libérez IBK, permettez qu'il termine son mandat, réinstallez-le. On n'a pas eu la même énergie lorsque M. Alpha Condé a été déposé. Premièrement, est-ce que vous comprenez cela? Deuxième question, la Guinée est suspendue, on en a parlé dès le départ, suspendue des instances de la CEDEAO. Même les affaires judiciaires portées devant la Cour de justice de la CEDEAO sont également suspendues du fait de cette prise de pouvoir. Comment y réagissez-vous? Et puis la toute dernière question, c'est celle sur les délais de la transition. Si vous deviez vous permettre de dire quelque chose sur les délais, un délai raisonnable dans le contexte guinéen, ce serait de combien de mois, ce serait de combien d'années si c'est le cas? Et qu'est-ce que la Guinée peut apprendre de la transition malienne et inversement? Alors, peu importe le temps qu'il fixe, la Guinée souverainement doit fixer le terme de sa transition, mais il faut qu'il y ait un terme. Parce que tous les Guinéens sont mortels, et parce qu'ils sont mortels, il faut une limite dans le temps. Ouais. Le pouvoir de celui qui est en place aujourd'hui n'est pas indéfini. Il faut avoir une limite dans le temps. Et lui-même a intérêt à ce qu'une limite soit fixée très vite. Il a renvoyé aux forces vives. Il faut que ces forces vives se réveillent très vite pour fixer une limite dans le temps. Le deuxième élément par rapport aux transitions, il faut éviter les loupés. J'ai lu tout à l'heure la charte sur la transition, elle me paraît relativement correcte, même s'il y a des choses qui peuvent être reprochables à ce niveau. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs. On a l'inconvénient que le premier organe de la transition aujourd'hui n'est pas le chef de l'État de la transition, mais plutôt le comité national de redressement. Il y a une difficulté, c'est que les militaires ne sont pas toujours les mieux outillés ni les mieux indiqués pour prendre la tête de l'État. Quand vous prenez aujourd'hui l'ensemble de nos engagements internationaux, les militaires sont toujours sous subordination. Dans des situations exceptionnelles, parce que l'armée est l'arlésienne, c'est toujours l'arbitre aujourd'hui, si on doit se contenter des militaires, il faut s'en contenter dans des conditions telles où la limite dans le temps est fixée, où ce que doit faire le militaire pendant ce temps-là est aussi énorme. Ouais. Allez, les militaires, des questions. Alors, juste encore des questions. Alors, je termine juste sur ce point-là. Vous savez, quand vous allez en pays Bamanan, les Bamanans sont très très expressifs de ces trucs-là. Ils vous disent par exemple, quand vous rentrez dans un village Bamanan, il y a 2 chefs. Il y a le chef du village, qui est à l'entrée du village. Il y a le chef du boli. Le boli, ce sont les gris, qui est à la sortie du village. Et ces 2 chefs-là ne sont jamais confondus entre les mains d'une personne. Le militaire est déjà porteur d'une arme, d'une part. Si en plus vous le dotez d'autorité, il exerce 2 fois le même pouvoir et vous êtes sans parade à ce niveau. Quand il vous dit stop, même à tort, que vous ne stoppez pas, il utilise la
Or, l'arme, il doit l'utiliser simplement à la demande d'un chef civil, un chef civil légal. Vous me disiez qu'est-ce qu'il faut éventuellement faire dans le cadre de la transition par rapport au Mali. Il ne faut pas toujours répéter parce que chaque peuple a sa spécificité. Chaque corps militaire dans un pays a sa spécificité. Il faut faire en sorte aujourd'hui que la légalité prône. Rien d'autre que la légalité. Quand vous suspendez la Constitution, vous prenez tous les risques du monde en allant en dehors de la Constitution avec des textes exceptionnels. Et les textes exceptionnels sont toujours des situations où l'appréciation incombe à un individu. C'est hier, par exemple, des militaires qui ont fait une descente dans cette radio pour aller je ne sais quoi, parce que simplement, ils n'ont pas de limite dans les pouvoirs, ils se croient tout permis, au nom de l'intérêt général qu'ils expriment à un moment donné. Donc sur cette question-là, il faut être très très prudent, et le peuple de Guinée doit ouvrir les yeux pour savoir que par 3 fois, il s'est fait avoir. Par 3 fois, il s'est fait avoir dans des conditions telles que ce n'est pas supportable aujourd'hui. Donc le sursaut national du peuple, non pas pour être vraiment là pour exprimer une ethnie, une communauté, une religion, exprimer la Guinée. Parce que ce pays est beau. Voilà, je dois laisser l'antenne malheureusement, mon cher ami. Voilà. La réaction molle, plutôt molle, relativement molle de ses pairs. Et puis la Guinée, les instances juridictionnelles de la CEDEAO. Oui, c'est une révolte. Moi-même, je me suis exprimé hier et j'ai lancé un tweet là-dessus pour dire que le président de la Cour de justice de la CEDEAO est en train de faire une confusion terrible. On dit que le Mali et la Guinée sont suspendus des activités de la CEDEAO. Rendre la justice n'est pas une activité. Et d'ailleurs, dans nos pays respectifs, c'est parce qu'encore on est dans une situation exceptionnelle, que ceux qui sont au pouvoir peuvent nous brimer, qu'on a besoin de prendre le chemin de la justice. Si on nous barre le chemin de la justice, ça ne va pas. Mais je crois qu'ils sont en train de régler la question parce qu'il y a une croisade terrible justement contre cette décision-là. Et enfin, pourquoi on n'est pas demandé à Alpha de reprendre la suite pour exercer 4 ans de mandat? Je pense que c'est parce qu'on a trouvé que 4 ans de mandat, ça devait peut-être trop pour lui. Il a peut-être besoin de lui. Oui, pour lui, je pense. Ouais. Il a peut-être besoin de repos. À son âge, il a besoin de retraite et il a besoin peut-être d'écrire ses mémoires. Il faut lui donner l'occasion d'écrire ses mémoires. Bien. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Merci beaucoup en tout cas, M. Konaté, d'être passé chez nous ce matin, chez les GG. Merci beaucoup. Vous avez été merveilleux, je suis ravi. C'est vraiment une émission radio que j'adore et s'il faut revenir, je reviendrai. J'adore ce pays-là. Espace TV, Les Grandes Gueules. Le top des GG. Des questions ce matin, évidemment, à notre invité, déjà installé dans ce studio, qui n'est autre que Mohamed Camara, ancien chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères, juriste en même temps, Jacques Lewaleno, notre invité ce matin. Juriste, enseignant-chercheur, et puis habitué de nos locaux. Évidemment. Bonjour, bienvenue. Merci de l'invitation et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Alors pour parler de cette actualité, moi je voudrais bien sûr vous amener sur la charte. On a entendu beaucoup de juristes déjà parler des faiblesses, mais également des avantages et des forces de cette charte de la transition. Je voudrais vous faire réagir sur 2 aspects. Le premier, c'est la rédaction. La rédaction donc de cette charte de la transition, on l'a tous vu, c'est venu des militaires et puis on nous l'a proposé et c'est parti comme ça. C'est sur celle-là que le président de la transition a prêté serment. Est-ce que de cette manière, nous autres citoyens de la République, nous nous sentons véritablement engagés dans ce qui est contenu dans cette charte? Et puis la fameuse question de la durée qui n'est pas apparue. Vous parlez, n'est-ce pas, d'un seul pan du contenu. Bon, j'avoue, merci encore une fois de l'invitation, qu'il faut féliciter au passage les rédacteurs de cette charte. Et deuxièmement, le fait que les autorités se soient montrées prédisposées à réceptionner un certain nombre de propositions. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, je n'ai pas fait de tribune, parce que quand vous voyez des propositions qui peuvent être reçues par les autorités compétentes, vous n'avez pas du tout à faire de tribune. Et pour aborder la mine, je n'ai pas besoin de faire de tribune. Ouais. Et quand vous sentez qu'il y a des blocus quelquefois qui peuvent se faire, et puis les gens peuvent prendre des propositions et mettre dans le tiroir carrément, et maintenant vous faites des tribunes, parce qu'en ce moment, une autorité, les ondes ne demandent pas de rendez-vous auprès d'une autorité. Et donc moi je pense qu'il faut féliciter les rédacteurs de ce travail. Il est vrai qu'un travail n'est jamais parfait, bon, mais est-ce que cela nous engage? Rappelez-vous que nous sommes dans une transition. Alors transition, ça veut dire que pratiquement tout est à plat. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup qui font des reproches pour dire non, écoutez, il y a tel manquement, tel manquement. Je suis très attaché au respect des textes de loi et aux procédures. Bon, mais à partir du moment où des civils ont détricoté des textes de loi, et vous êtes témoin, à partir du moment où
vous-même, vous avez subi un certain nombre d'exactions sous des civils. Ouais. Vous avez eu le courage ou l'humilité d'encaisser sans dire mot. Mais vers la fin, j'étais très surpris, désagréablement, avant-hier d'entendre qu'à partir du 9 septembre, par exemple, votre média devrait être fermé. Ça veut dire tout. Ouais. Autrement, vous ne pouvez vous rendre compte de l'impact négatif de la violation des droits de l'homme que lorsque ça vous touche. Ouais. Que des civils donnent libre cours à leurs propos au point de dire qu'ils préfèrent l'ordre à la loi, c'est assez étonnant. Ouais. Et donc, vous êtes des médias, vous savez ce que s'appelle un blanc, donc le vide, à l'antenne pendant 15 secondes. Vous connaissez le danger de cela. Ouais. En tant que juriste aussi, quand je vois des gens détricoter par argutie juridique des textes de loi, alors ce n'est pas étonnant que des institutions se fracassent. Mohamed, et donc, du coup... Mohamed, je veux qu'on aille en profondeur. Vous dites, quand vous avez subi en tant que civil, vous parlez de qui? Le vous, c'est qui? C'est vous, Mohamed? Non, mais il parle de nous. Moi, je parle de l'ensemble des Guinéens qui étaient... D'accord. Un temps soit peu victimes. Mais est-ce que vous avez subi, vous, Mohamed, particulièrement? Quand vous avez été... On sait que vous avez quitté votre fonction par contrainte. C'est pas le débat, en fait. Non, c'est important d'en parler. Peut-être on reviendra dessus, mais permettez que je c'est important d'en parler. Faisons rappel à l'histoire. D'accord. Que s'est-il passé, Mohamed? Vous avez quitté le pays, c'est vrai, mais est-ce que vous avez subi sur l'ère Alpha Condé? On veut savoir. Ah, bien entendu, vous savez, quand il y a d'autres même qui ont dit qu'il ne fallait même pas accepter le décret, moi je peux demander à une autorité. Et d'ailleurs, je remercie l'ex-président Alpha Condé de m'avoir nommé par 3 fois de suite. On fait exprès dans la vie d'être ingrat. Et moi, le président Alpha m'a compris, mais il ne m'a pas écouté. La nuance est importante. Il m'a compris parce qu'il m'a enlevé de mon poste, 3e poste, en me mettant en cohérence avec moi-même. Moi, il ne m'a pas limogé, il m'a mis en cohérence. Ça rappelle un peu Bourdieu, le champ des logiques. Et pour dire, bon, voilà, on ne peut pas te changer de cette manière, mais tu n'es pas dans un endroit approprié pour toi, donc c'est bon même que tu sois protégé de cette manière pour que... Donc, l'occasion m'était donnée pour que je me taise, pour faire ma thèse davantage. Et donc, et pour preuve, me nommer et me priver de mes droits. C'est pourquoi à un moment, Jacques Tamba se mettait à la place d'un auditeur pour dire, bon voilà, il est au beurre maintenant, donc il ne parle plus. Je rappelle que, bon, Tamba, lui, connaît le fonctionnement d'une administration, mais il se met à la place de l'auditeur. 8 mois, je n'ai pas reçu, par exemple, 1 litre de carburant, mais je n'avais pas à m'en plaindre. Celui qui le dit, il est intellectuel. Mais ça veut dire que s'il devenait responsable des ressources humaines d'un personnel, c'est le calvaire pour le personnel. Parce que votre question, c'est de demander est-ce qu'un cadre mérite des avantages dus à son rang? S'il y a manquement, détournement, c'est constitutif de faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction pénale. Mais les grandes gueules. Bonne foi ou de connaissance du fonctionnement de l'administration, pour peu que vous soyez directeur au ministère des Affaires étrangères, vous avez rang d'ambassadeur. C'est pourquoi vous avez un passeport diplomatique. Il faut que les gens sachent. Qu'on me dise dans donc, quel droit pays, de réserve. Mais automatique, il y a des codes au niveau de tout cela. Et puis quand vous êtes en responsabilité, en tout cas moi quand je suis en responsabilité, je ne pose pas des actes de popularité ou de populisme, mais je pose des actes de responsabilité. Vous ne pouvez pas demander à une administration d'être neutre et inviter quelqu'un, par exemple, de prendre des positions données, mais ce débat en conseil. Je rappelle un jour, là, c'était comme cela. Donc, le fait pour être de cette manière, c'est pourquoi je dis que l'ex-président Alpha Condé m'a compris en me démettant de mes fonctions, mais il ne m'a pas écouté comme il n'a pas écouté d'autres. Quand une autorité vous fait appel, comme le capitaine Dadis à un moment donné, vous savez, comme d'autres, c'est par marque de confiance. Et en retour, vous devrez faire preuve de sincérité. Non pas pour heurter l'autorité, mais le consulter sur tel sujet. Mais à mon humble avis, voilà ce que ça peut donner, ce que ça n'est pas donné. Ce n'est pas tout un bon chemin. En clair, Mohamed. En clair. Vous êtes en train de dire ce matin que Alpha vous a consulté par rapport au 3e mandat? Non, le président Alpha ne m'a pas consulté par rapport au 3e mandat. Par contre, d'autres personnes sont venues. Pour la Constitution, si? Pas du tout. Pour changer la Constitution? Par contre, d'autres personnes... Vous avez dit qu'il ne vous a pas écouté. Sur quel sujet? Sur quelle question? Non, quand c'est des questions liées à la question des mandats de plus ou donc 3e mandat. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire que l'on a eu un entretien à deux. Mais pour le changement constitutionnel, pour le changement constitutionnel, quand le débat avait démarré, vous étiez encore aux affaires.
Mais bien entendu. Alors, est-ce qu'à cette époque, parce qu'on était en train de rassembler quand même des juristes, disons des grosses têtes, pour participer à la rédaction de ce document, vous n'avez pas été consulté? Non, pas du tout, directement par lui, mais d'autres personnes, oui. Mais quand vous avez été aux affaires au niveau élevé, il y a des questions de responsabilité. Donc, la dignité de la fonction, je ne peux pas du tout parler de tous les éléments au niveau d'ici. Mais ce qui est important, c'est la cohérence et la logique avec soi-même. Ouais. Et la preuve, jusque-là, vous n'avez pas connaissance de rédacteur de cette constitution qui relaie de façon officielle. Parce que mal rédigé, déconsolidant, et puis endeuillant un certain nombre de familles. Ouais. Donc quand c'est comme cela, quand une autorité vous fait appel, en retour de cette marque de confiance, vous devez faire preuve de sincérité. Mais en quoi faisant? Sans heurter l'autorité, mais en trouvant des éléments de langage pour dire voilà que ça m'inspire. Mais si cela venait à vous heurter, je me confonds en excuses. De toutes les façons, ce n'est pas l'aspect juridique seulement qui compte. Il y a l'aspect économique, politique, social qui peut, en tout cas, être... tous ces éléments-là peuvent être associés par une autorité compétente. Et maintenant, après, vous dites, bon, si ça vous causait des ennuis, je me confonds en excuses, mais voilà ce que ça m'inspire. Voilà. Mohamed Camara, allez-y. Il y a Antoine quand même qui a réussi à nous éloigner de la première question qui était sur la charte et justement et ses implications, une charte qui ne détermine pas de durée et tout. Ben, revenons en ça, vous expliquez, vous essayez de comprendre que dans cette charte il n'y ait pas tout, vu qu'on est passé évidemment avec tout ce qu'on a connu avec le président, des civils qui ont tripatouillé nos lois et tout. Donc vous comprenez ces petits manquements au niveau j'ai commencé par dire qu'il n'y a aucune œuvre qui soit parfaite. Et moi, je suis dans une dynamique de ne plus me mettre maintenant dans une phase de critique. Et c'est une phase de construction. C'est clair. Et encore que je ne suis pas un chroniqueur. Ouais. Bien. Mais en tant que juriste... Mais bien entendu, il y a l'article 82, il y a l'article 82 de cette charte qui indique que des propositions peuvent être faites. Mais ces propositions-là, à partir du moment où vous pouvez avoir la possibilité de transmettre cela et que ces propositions elles soient intégrées ou bien en tout cas des donnés. Je pense mais est-ce que vous trouvez normal qu'on jure sur une charte qui ne détermine pas la durée de l'exercice? Et c'était même prudent que de ne pas fixer une durée parce que quand vous venez aux affaires, ça fait 3 phases. La première phase, c'est que les gens ont peur de vous. Deuxième phase, les gens observent scrupuleusement ce que vous faites, s'il y a une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et troisième phase, dès qu'on voit qu'il y a un contraste frappant, les gens commencent à formuler un certain nombre de critiques. Et donc au niveau par exemple du Mali, le fait de fixer une délai tout de suite. Donc moi je pense que ça peut être une très bonne chose. Vous savez, transition veut dire transitio en latin, ça veut dire c'est le passage. Donc il ne faut pas trop durer, mais il ne faut pas succomber à l'urgence en faisant de la précipitation. Vous savez bien qu'au niveau de notre pays, à un moment donné, d'aucuns avaient même dit non, il ne fallait même pas aller au niveau du référendum à partir de 2010. Bon, quand on avait dit non, il faut le passer, vous savez, quand vous dites ce texte, il est bon, il n'est pas bon, et les gens peuvent tomber à bras raccourcis sur vous pour dire non, tout est bon. Il y a des valideurs de textes, de manquements dans notre pays. Rappelez-vous, Ahmed peut témoigner vous-même par rapport à la loi électorale. On avait dit que c'est une loi électorale de complaisance, que ça comporte des germes, par exemple, de manquements et que ça n'allait pas du tout aider à pacifier. Et les gens ont dit non, c'est bon. C'est pourquoi je dis par exemple que... S'il vous plaît, je disais encore une fois que quand je dis par exemple que l'ex-président Alpha Condé m'a quelquefois écouté, mais vers la fin, l'enjeu politique là, non, parce qu'il y a des tribunes. Vous allez entendre les gens dire, bon, mais depuis que tu as été nommé et tu t'es tu. Mais qu'on me dise un exemple de pays où quelqu'un qui a rang simple d'ambassadeur, en titre, tous les directeurs aux affaires étrangères, c'est ça. Ici, quand même, ça se fait, parce que Senkoun Kaba quand même pris la parole sur les ondes. Allez-y. Quoi ça? Pour prendre la parole pour dire quoi? Pour intervenir sur nos ondes, mais bien sûr, pour critiquer. Critiquer quoi? Critiquer, c'est deux choses l'une. Soit il y a une méconnaissance du fonctionnement de l'administration à ce niveau, donc, ou en tout cas, les gens ils glissaient simplement des pots de banane. Et quand vous êtes en responsabilité, vous posez des actes et vous n'avez pas à vous justifier non plus. Alors, on vous c'est quelqu'un qui se suit contre les violations des droits. Pas Sekou Kaba quand même, la mine. Pas Sekou. Bon, je voudrais quand même que notre débat soit ad nominem. Bien. Moi, je décris les faits. Celui qui se trouve dans les faits. Allez-y, Mohamed. Alors, Mohamed, on sait que vous êtes quelqu'un qui s'insurge quand même contre les violations des tests en Guinée. Alors, depuis l'avènement donc de cette transition, est-ce qu'il y a quelques prises de décision déjà? On a vu des
juristes sortis pour dire non, on n'est pas d'accord avec ci ou ça. Quel est le constat que vous faites déjà? Moi, je pense les militaires, d'habitude, je ne commente pas trois sujets. Les sujets liés à la vie privée, les décisions de justice, mais aussi la question de défense et de sécurité. Et le problème, moi, je pars d'un principe. À partir du moment où des civils ont détricoté des textes de loi et préféré l'ordre à la loi, ça veut dire que vous prédestinez, vous vous situez à ce que l'ordre de plus fort s'impose à votre ordre, parce que le meilleur ordre découle du respect de la loi. Ouais. C'est la garantie de tout le monde. Non mais Mohamed, vous ne pouvez je pas ne valide dire... pas non plus. Voilà, parce que cela, je vous attendais, parce que vous ne pouvez pas dire parce que les civils l'ont fait, et puis maintenant les décisions de... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ouais. Je suis dans votre studio, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, et j'ai été très clair. Je dis, ce n'est pas de nature à valider quoi que ce soit. Moi, par exemple, tout ce qui m'a été fait comme manquement, le fait de faire recours toujours à ce qui a été mal fait par les civils, c'est comme si c'était une explication que vous voulez donner. C'est pas une explication, c'est pas une justification, c'est une explication des conséquences. Un citoyen peut s'insurger contre un rédacteur d'une constitution qui a créé toute cette situation, mais le citoyen qui a lu des tribunes, qui est allé aux élections, a sa part de responsabilité. Parce que justement, vous avez pensé, vous avez cru. Donc ne vous en prenez pas. Vous savez, c'est comme dans une situation donnée, chacun a une dose de criminalité. Un exemple typique comme vous. Mais là, la question d'Ahmed, c'est par rapport aux décisions qui sont déjà prises par la junte. L'appréciation que vous en faites. Parce que si il va falloir toujours répartir... je ne suis pas là pour apprécier les actions de la junte, c'est la construction. Quand je sens qu'il y a, par exemple, telle chose qui peut être améliorée, je fais des propositions concrètes. Et je ne suis pas décideur. Donc pour l'instant, je ne m'en plains pas et tous les petits manquements qui peuvent être faits peuvent être corrigés en tant que tels et que les autorités actuelles ne s'inscrivent pas dans ce qui était fait par le passé. C'est-à-dire pas de rancœur, pas de vengeance. Vous savez, la vengeance entraîne toujours l'idée de reprise et ça crée des frustrations. Mais cela ne veut pas dire qu'il y ait, par exemple, de l'impunité. Moi, je peux pardonner de façon volontaire, mais je ne peux pas parler au nom de toutes les personnes. C'est clair. Donc, quand vous prenez la charte de la transition, le fait que les gens travaillent là-dessus, et le fait qu'il y ait, par exemple, une question de prestation de serment. Vous savez, en période de transition, il y a aussi un droit qui s'applique. Ce droit de la transition-là s'enrichit aussi parce qu'il y a des jurisprudences qui s'expliquent. Au cas du Mali, où il y a eu une sorte de prestation. Donc, c'est un peu cela. Alors, quand les textes sont visés de cette manière, et c'est pourquoi toutes les personnes ont intérêt à ce que cette transition-là réussisse. Pourquoi ? Vous allez dire que vous ne voulez pas être de l'administration. C'est tant mieux, grand bien vous fasse. Vous créez votre entreprise à la manière dont la mine a fait. Et puis, 7 jours le lendemain, un agent des impôts vient vous mettre la clé sur le paillasson pour vous dire de payer tel. C'est pourquoi le respect des textes de loi au niveau d'un pays, c'est un peu c'est le gage de sécurité pour tout le monde. Donc, quand cette transition-là est réussie, ça veut dire que les fondamentaux peuvent être bâtis. Et donc, les initiatives personnelles qui peuvent être prises après cette transition peuvent se faire de façon rassurante. Mais quand c'est galvaudé, le plus souvent, les initiatives peuvent être chancelantes à l'avenir. Bien. Allez-y, Moussa Moïsila. Une transition, c'est comme vous l'avez dit, c'est le passage d'un point A à un point B. Et donc, c'est une période utilisée souvent pour faire une sorte de refondation. Orienter un peu bien la direction que l'on doit prendre. 2 questions. La première, c'est au sujet de notre diplomatie. Vous avez été là-bas, vous y avez travaillé. À l'époque, on a entendu plein de choses, mais on comprenait, moi je comprenais bien le droit de réserve sur certains sujets, mais notre diplomatie, quel constat vous en faites, surtout à l'international? Parce que j'ai approché certains ambassadeurs, ce sont souvent des prestataires de services dans les pays où ils sont affectés. Certains attendent juste le transfert des salaires, le travail qui doit être fait en termes de respectabilité de l'image même du pays qu'il représente, de défense des intérêts du pays qu'il représente, ça ne se fait pas. À mon avis, c'est le constat que j'ai pu faire dans certains pays que j'ai pu visiter. Alors, est-ce que vous avez fait le même constat lorsque vous travaillez au niveau du ministère des Affaires étrangères? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est au sujet de vous-même. Avez-vous fini complètement là-bas, de l'autre côté, à dévorer les livres et à apprendre? Est-ce que vous êtes disposé aujourd'hui, puisque la junte dit vouloir travailler avec vraiment toutes les composantes sociales en termes de talent, de compétences, de crème. Est-ce que Mohamed Camara est prêt, si la possibilité lui était offerte,
à travailler pour la nation guinéenne. Merci beaucoup. Pour la première question, je ne vais pas m'étaler de trop sur les questions diplomatiques. Il y a toujours des codes diplomatiques. Ce n'est pas pour vous satisfaire que je vais essayer d'expliquer beaucoup de situations ici. Et vous savez, j'assume. Même quand c'est pourri. Il y a eu les États généraux. Il y a eu comment je vais appeler cela, la conférence diplomatique sous l'ex-président Alpha Condé. Ça, c'est à son actif. Tout a été épluché. Des diplomates qui ont blanchi sous le harnais, plus expérimentés que moi, qui ont travaillé, et d'autres, des bassins de compétences internes et externes. C'est le lieu de saluer tous ces bassins de compétences. Moi, j'étais chef de cabinet à l'époque, donc c'est une petite question de coordination simplement, ce qui a été fait de mon côté. Donc, le mérite revient à ces personnes, sous le contrôle desquelles je parle. Donc, je pense que vous pouvez vous fier sur le constat qui a été dressé et la mise en application. Et c'est pourquoi une invite doit être faite au niveau des nouvelles autorités compétentes pour mettre ce plan d'action opérationnel en place, de manière à ce que la diplomatie puisse aller au-delà de ce qui est fait présentement, qu'il y ait l'endossement, donc la question de la protection de nos compatriotes, mais aussi toutes les questions afférentes à la question diplomatique. À la matière, je pense qu'il faut mettre les moyens, les ressources matérielles, les ressources financières et les ressources matérielles, je veux dire, toutes les ressources idoines à cet effet. Maintenant, pour votre deuxième question, oui, je suis en 5e année de thèse. J'étais allé pour faire 1 mois, mais après, l'occasion m'était donnée pour que je me taise davantage pour faire ma thèse, parce que la voix était inaudible avec les deux camps qui étaient dans une forme d'extrémisme. Il n'y avait même pas de troisième voix. Les membres du FNDC ne voulaient pas du tout entendre parler, par exemple, de référendum, alors qu'un référendum était possible pour améliorer le contenu, par exemple, de la Constitution qui a été mise de côté, alors que le pouvoir aussi avait simplement l'intention de parler de référendum, non pas en termes de révision, quand bien même les propositions qui ont été faites qui étaient amendées là-dedans pouvaient faire l'objet d'une simple révision, au lieu d'aller vers un changement, avec des institutions qui devraient trancher, mais bon, voilà, chacun a joué son rôle comme il l'a pu. Et donc, face à cela, je pense que c'est important d'aller, donc, de se consacrer. Quand vous sentez, vous avez été 10 heures, les gens, ils ne vous écoutent pas, il faut vous montrer taiseux. C'est extrêmement important, sinon vous êtes dans une société, il faut faire preuve d'humilité. Et quand des gens vont jusqu'à dire, ah mais tu penses que tu es le seul à connaître les textes de loi, alors que j'ai mes propres profs ici, là. Donc, quand vous avez participé à la formation, par exemple, de 20 promotions à l'université, vous avez été à la formation, y compris de la formation, je dis quoi ça, la formation des menuisiers, hein, et aussi, pas l'auto-emploi, c'est-à-dire que les métiers, c'est-à-dire vous formez ces personnes-là dans le cadre de la connaissance de leur plan d'action opérationnel. Et vous formez même certains qui sont dans les forces de défense et de sécurité pour avoir formé au niveau de l'EMI à l'école militaire interarmes en droit. Donc, quand c'est comme cela, vous avez joué un peu votre partition. Et n'en étant pas cela. Et donc, le fait d'avoir validé, de finir avec les exigences académiques, je ne vais pas succomber à l'urgence. Maintenant, c'est la finalisation de la rédaction. Et puis, le moment où je vais être prêt, et puis une fois que le jury va être disposé pour dire est-ce que c'est soutenable ou pas, et puis alors, je vais aller en ce moment et demander la permission. Et donc, la question sous-jacente de votre, et qui est à la base de votre interrogation, est-ce que je suis disposé à travailler pour mon pays? Le pays qui a contribué à ma formation, de l'école primaire publique à l'université, aux Frères de la République, le pays qui a chèrement financé ma formation à l'École nationale d'administration de Québec sur l'ingénieur de la formation pour venir former les gens au niveau de l'École nationale d'administration. Les gens ont mis les bâtons d'ailleurs pour que cette école ne fonctionne pas avec la vitesse de croisière qu'il faut. Et le fait de passer par les services de l'État pour bénéficier d'une bourse, aller en formation en Suisse sur la construction d'un État en crise, la somme de tout cela, je n'ai pas à demander la permission à quelqu'un pour venir aider mon pays. Ce n'est même pas une question qu'on doit me poser. Et d'autres d'ailleurs me posent la question, et le séjour? Moi, je ne suis pas en séjour dans mon pays. Je suis de retour dans mon pays. C'est aussi clair que cela. Donc, quand les autorités me mettront à un endroit donné, je vais assumer, mais avec toute la sincérité requise et le respect dû à leur rang. Et je contribuerai avec l'esprit d'équipe, mais avec ma capacité contributive, avec un management, avec toute l'équipe nécessaire, parce qu'une personne seule ne peut absolument pas. Bien. Allez, ça ne reste pas beaucoup de temps. Allez-y. Ahmed. C'est clair que dans ce pays, c'est aussi vous qu'on a. Quand je dis vous, je veux dire les hommes de droit, parce que quand l'un dit non, c'est blanc, l'autre dit c'est rouge. Alors, on accuse en général les hommes de droit dans ce pays. On a vu un peu les manquements, même dans certaines prises de décision. Aujourd'hui, c'est quand même une corporation qui n'a pas aidé
dans la consolidation d'un état de droit aujourd'hui. Votre constat, il est vrai, mais il est un peu généralisant. C'est-à-dire que quand il est généralisant de cette manière, vous savez, les gens ont pris l'habitude de dire le Guinéen est ceci, le Guinéen est cela. Non, il faut dire certains sont comme ceci, certains sont comme cela. Le français est très riche pour cela, pour dire beaucoup, peu, c'est pas tout le monde. En fait, vous pouvez témoigner pour avoir été animateur de l'émission Politiquement Correct. Et même dans votre média ici, là, attention, à votre média, moi j'ai subi beaucoup de censure ici, pas sous la mine ou d'autres, parce qu'il y avait des émissions qui étaient commandées pour dire, bon voilà, c'est qu'il dit, dites, Moussa Moïse peut comprendre ce que ça veut dire. Non, mais je comprends pas. Quand vous dites subir des... Ah oui, oui, je le dis, hein. Ah non, non, non. Attention. Je parle, j'ai été très clair parce que j'ai été très clair. C'est les grandes gueules. C'est les grandes gueules, mais j'ai été très clair. Allez-y. Vous voulez... On va l'écouter, on va l'écouter. Écoutez, je n'ai pas dit que Lamine m'a censuré. Voilà, qui vous a censuré? Voilà, dans les émissions, on me demandait par exemple en m'invitant. Quand vous m'invitez, pendant que j'explique un certain nombre de sujets, après vous appelez d'autres personnes pour montrer en disant validateur. C'est clair. Vous avez bien compris. C'est qu'il essaye de dire. Vous avez bien compris. On l'invite et puis on appelle quelqu'un qui va dire. C'est pas la question de la contradiction. Contrairement. Quand vous invitez, me laissez terminer. Les grandes gueules. Vous savez, la chance que j'ai, c'est que même quand Lamine m'a dit il faut que je te paye, je dis Lamine, tu as accepté de revenir au pays pour investir. Je ne prendrai pas un centime. C'est pour t'aider. Quand vous invitez des personnes, vous devrez dire sur quel sujet vous travaillez. Oui. L'invité n'a pas à être surpris par d'autres intrus. Oui, non, pour ça mettre... ça dépend des évolutions. Vous nous dites autre chose. Parce que si c'est la contradiction, ça, vous devez l'accepter. Non, je n'ai pas. Un universitaire ne peut jamais s'opposer à la contradiction. Voilà. Sinon, vous perdez le caractère. Non, Antoine. Ça, c'est des épiphénomènes. On va relever le niveau de débat. Je veux bien. Vous allez le relever. Attends. Vous connaissez la Guinée. Vous connaissez l'opinion. Vous savez comment les gens fonctionnent. Quand on parle de censure, et ce que vous décrivez, ce n'est pas de la censure. Non, ce n'est pas de la censure. Parce que vous avez parlé de censure. Et c'est important que nos auditeurs comprennent ce qui est en train de dire. On équilibre nos émissions politiques. C'est vrai que vous avez le droit de savoir, et ça je vous c'est de cela que je parle. Vous avez le droit de savoir qui sera sur le plateau avec vous. C'est légitime, c'est absolu. C'est ce que je Maintenant, il faut... Je ne vous ai pas dit que vous-même vous m'avez censuré. Maintenant, de le présenter... Moi, je vous ai écouté, j'ai compris. Voilà, et donc, ce que je voulais ajouter... Vous voulez aller plus loin, mais je vous dis, c'est bon que l'on avance. Je veux... Oui, on va avancer. Et on avance avec cette phrase. Les gars, vous me laissez dire... Voilà. Et ensuite, on va avancer. Je dis encore une fois, quand nous prenons des invités, ils ont le droit de savoir, et ça, il a raison, ils ont le droit de savoir. Maintenant, de là à dire qu'il a été surpris par un invité sur le plateau, ceci pour, je sais pas, faire plaisir à un autre, ça encore, les auditeurs doivent savoir qu'il n'en est rien. Bien. Je voulais le préciser. Moi, j'en ai été victime que... je vienne, on demande, voilà, qui vont être à l'émission. C'est aussi clair que cela. On parle de quel sujet. Voilà qui a compris. On remonte le niveau de débat. On va évoluer. À mon avis, cette précision, c'était pas la peine de la rappeler parce que elle n'a pas sa place dans cette émission. Ce qu'il faut dire, Mohamed, je veux qu'on évolue un peu. Parlant de la justice. Récemment, nous avons diffusé un élément sonore dans ce studio du procureur Sidi Suleiman qui a fait du bruit. Vous êtes homme de droit, vous êtes assermenté, bon, pas assermenté parce que vous n'avez pas prêté serment, mais dites-nous clairement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie de Sidi Suleiman et surtout de cette rencontre entre les magistrats et le CNRD au cours de laquelle ils ont fait leur mea culpa en disant qu'au temps d'Alpha Condé, on n'était pas libre, on n'était pas indépendant, on nous disait de faire ce que nous faisions à l'époque. Votre réaction? Je n'ai pas suivi le son, pour être honnête, mais le témoignage des magistrats devant les nouvelles autorités, ça m'a quand même un peu écœuré. C'est pourquoi je parle de la question de sincérité. Beaucoup disent aujourd'hui que l'ex-président Alpha n'écoutait pas, ainsi de suite. Et moi, par 2 à 3 fois de suite, il écoutait sur des sujets techniques. Un exemple typique, c'était la reprise du serment. J'ai vu sur la même question, Stamba et Ahmed parlaient tout de suite là juste.
il a fallu faire une simple tribune pour dire il y a 4 mots qui sont importants, qui devraient être repris. Vous avez vu d'autres personnes dire non, que c'est absolument rien ça. Vous avez vu, c'est de cela que je parle. La contradiction. Non, pas la contradiction. Non, pas la contradiction. Les grandes Je parle de la reprise. C'est-à-dire que quand vous dites telle loi n'est pas bonne, et puis d'autres disent bon, non, c'est tout à fait, tout est nickel, mais ça devient grave. Voyez-vous? Et donc, pour la question des magistrats, moi j'estime que le fait de parler de cette manière, c'est très vite de se dédouaner, parce que vous n'avez même pas, vous, presque aussi, à célébrer un magistrat d'avoir dit le droit. Parce que c'est lui la bouche du droit. Voilà. Bien. Mohamed Kamara, notre invité. Dernière question. Voilà, Mohamed, on a tous droit à la liberté. On a le professeur Alpha Condé aujourd'hui qui se trouve à un endroit dont on ne sait pas du tout, ancien chef de l'État. Aujourd'hui, par rapport au droit, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne me prononce pas sur cette question qui est à l'étude au niveau des politiques. Trop prudent. C'est une patate chaude. Ce n'est pas une patate chaude, mais elle est très correcte comme réponse. Oui, Lamine, c'est ça. Le dit et le non dit, vous comprenez, je comprends. Allez. Merci beaucoup en tout cas, Mohamed, d'être passé ce matin. Non, c'est un devoir. Et donc, encore une fois, c'est d'inviter les uns et les autres justement à apporter leur contribution. Et puis vous aussi à rester à cheval sur les principes de cette manière. Un moment, c'était chaud derrière même vous, Lamine. Voilà, on n'a pas manqué de discuter. Je veux dire, rester constant sur les principes. Et puis voilà, ça donne ce que ça donne. Évidemment. Le reste, ça peut donner, une fois que la transition va être réussie, c'est-à-dire que les bassins de compétences, ce n'est pas la question de prendre nécessairement des postes, mais les bassins de compétences internes et externes, en se donnant la main, la transition, qu'elle soit solide, et que ceux-là qui vont venir par la suite, ça trouve que les fondamentaux sont là. Les initiatives personnelles peuvent en ce moment prospérer, mais quand c'est chancelant, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, vivement une participation des uns et des autres, chacun selon sa capacité contributive. Bien. Mohamed Kamara, c'était notre premier invité ce matin. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Venons-en à cet autre sujet, je le disais tantôt, la rentrée académique, c'est pour le 1er novembre prochain. Eh bien, dans toutes les institutions d'enseignement supérieur du pays, on essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, les préparatifs sont en cours et les nouveaux bacheliers donc doivent d'abord s'inscrire sur la plateforme Gupol en vue de leur orientation dans les différentes filières. Ces opérations donc ont déjà démarré et comme les 3 dernières années, aucune université privée ne figure sur la liste d'établissements des programmes de formation donc proposés aux futurs étudiants. C'est ainsi qu'en a décidé, vous le savez très bien, le régime d'Alpha Condé en 2018. Nous sommes en période de transition, vous le savez. Les fondateurs donc d'universités privées veulent convaincre de la nécessité de leur affecter donc des apprenants. Ils mettent en avant le manque de place dans les établissements publics. Ce matin, nous en parlons évidemment avec monsieur Elhaj Mohamed Djouma. Il est donc président de la Chambre représentative, mon cher Tamba, de l'enseignement supérieur privé. Pour l'enseignement supérieur privé, bonjour Elhaj. Bonjour, monsieur Tamba. Bienvenue dans les grandes gueules. La rentrée pour le supérieur, c'est le 1er novembre. Les orientations ont déjà démarrer. Avant de parler justement de cette plateforme-là, j'ai envie de dire comment vous, au niveau de votre plateforme, les institutions qui en font partie se portent-elles depuis la mesure qui a consisté à arrêter les orientations, c'était sous le ministre Ayero Baldé, les orientations vers les universités privées d'étudiants par l'État. Merci beaucoup, monsieur Tamba. Merci à l'équipe des Grandes Gueules. Je voudrais faire une petite rectification de l'introduction de Lamine. Je ne suis pas le président, je suis membre de la CRESIP. Et c'est Mme Barry Oudia qui est la présidente de la CRESIP actuellement. Je suis donc fondateur d'université, membre de la Chambre représentative de l'enseignement supérieur privé. Revenant à votre question, comment on se porte, nous sommes encore là. Et malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce qui a été fait, pour anéantir les investissements dans le secteur de l'enseignement supérieur privé. Nous sommes encore là, comme je le disais, parce que ce qui fait mal, ce n'est pas le fait de ne pas orienter les étudiants dans le privé qui fait mal. C'est le fait d'orienter systématiquement l'ensemble des étudiants qui sont admis au bac
dans les institutions d'enseignement public. En quoi c'est un problème? En quoi c'est un problème? Dès lors que vous prenez tout le vivier, tous les étudiants admis, vous les repartissez dans les différentes universités publiques, vous ne laissez aucune possibilité aux universités privées. Vous êtes une initiative privée, s'il y a un étudiant bachelier... L'État a bien l'obligation de le faire, non? S'il y a un bachelier qui veut aller dans une université privée, c'est son droit, c'est libre à lui. Revenons un peu en arrière, monsieur. Oui. 80% des inscriptions dans le primaire, en première année, 80% des effectifs inscrits en première année, moi je fais l'enseignement général aussi, sont inscrits dans les écoles privées. Aujourd'hui, quand vous arrivez au niveau de la 6e année, de l'examen d'entrée au collège, plus de 50%, près de 50% des effectifs sur l'ensemble du territoire national viennent du privé. Comment pouvez-vous envisager de chevrer, disons, l'enseignement privé, public, au niveau universitaire? La question de Daouda, c'est celle-ci. Au primaire, l'État ne refuse pas de recevoir les écoliers. L'État n'a pas les infrastructures pour ça, c'est un autre sujet. Absolument. C'est un autre sujet, on va y arriver. Oui. Mais c'est le choix des familles de dire, nous voulons une éducation de qualité pour nos enfants, nous préférons payer. Donc, on les envoie au privé. C'est pareil au secondaire, c'est donc pareil au supérieur. L'État ne dit pas, n'allez pas. Oui. L'État assume ses responsabilités de les orienter, libre aux étudiants d'aller où ils veulent, finalement. Est-ce que, M. Tamba, vous vous imaginez l'effet? L'année passée, il y a eu 39 000 admis au bac qui ont été repartis sur l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur privées. Symphonia, à lui seul, a reçu près de 9 000 étudiants. Gamal Abdel Nasser a reçu 5 000, à peu près 800 étudiants. Au niveau des ENI, sur l'ensemble du territoire national, près de 3 000 étudiants ont été ventilés dans ces ENI-là. Donc, encore une fois, c'est l'adéquation entre la formation et l'orientation qui pose problème. Nous n'avons pas des conseils à l'orientation au niveau de nos systèmes éducatifs qui posent énormément de problèmes. Un enfant qui va jusqu'à faire le baccalauréat, pour lui, il a fait le baccalauréat pour aller vers une formation supérieure scientifique. Alors, parlons du droit de l'État guinéen. Le droit, si on sent qu'on a les capacités de garder l'ensemble des étudiants au niveau du public, qu'est-ce que vous en faites? Madame, je suis au regret de vous dire, malgré toute la campagne de désinformation, de stigmatisation qui a été faite aux universités privées, le procès qui a été fait, malgré le refus systématique d'orienter les étudiants dans le public, aucune infrastructure publique n'a vu le jour, aucune amélioration de la qualité. Non. La question c'est d'abord le droit. Est-ce que vous reconnaissez que l'État a le droit et l'État a même l'obligation d'orienter les étudiants dans le public? C'est de sa responsabilité. Pas tous les étudiants. Dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle... Vous refusez cela à l'État? Je ne refuse pas. Dans quel pays vous avez connaissance de l'obligation de l'État de partager les étudiants avec le privé? Est-ce que vous avez suivi le communiqué du vendredi qui a indiqué que pour l'accès à certaines filières d'information, il y a une moyenne qui est exigée. Dans le monde entier, l'accès, il y a la capacité qu'on appelle la capacité d'accueil. Une capacité d'accueil est déterminée par rapport non seulement à la capacité d'accueillir les enfants, mais aussi la pertinence des programmes. Vous ne pouvez pas former de 2000 dans les universités privées, vous recevez tout le monde. On ne reçoit pas tout le monde. Non, si on connaît comment ça fonctionne, il y a des gens... Je suis désolé. Non, monsieur, je vais vous dire, pour la vôtre, je ne sais pas ce qu'il en est. Pour la vôtre, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais il y a des gens qui n'ont jamais eu le bac et qui se sont retrouvés à l'université en Guinée. Et c'est dans le privé. La seule condition, c'est qu'ils payent. Encore une fois, je suis désolé de dire que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est une réalité. Je suis désolé, Madame Foudia, de vous dire que quand le gouvernement avait décidé de faire une collaboration, de faire un partenariat avec les universités privées, il a été conclu un partenariat basé sur l'orientation des étudiants dans le privé en fonction, disons, d'une liste. Deuxièmement, il y a eu ce qu'on a... Un partenariat, si vous permettez, un partenariat implique
des responsabilités de part et d'autre, des engagements de part et d'autre. On a vu les dérives qui en sont sorties. Le gonflement des effectifs entre la réalité et ce qui est sur le papier. On sait bien qu'il y avait un total décalage. Les chiffres ont été révélés ici. Tamba, je vais revenir. J'étais dans cette émission, mais avant de venir à ta question, permets-moi de dire d'abord ceci. L'État a procédé à ce qu'on a appelé l'évaluation des universités privées. Ça, c'était sous le régime du fait général Lansana Conté. L'évaluation des universités était basée sur la gouvernance, l'infrastructure, les équipements, les programmes, la pertinence, etc. À l'issue de cette évaluation, il a été porté à la connaissance du public que la qualité de la formation, les infrastructures sont là et la gouvernance universitaire, elle était suffisamment aux normes et aux standards internationaux. En quelle année ça l'évaluation des universités? Oui, en quelle année? C'était en 2018. Non, mais normalement, c'est un exercice annuel. Normalement, ça devrait l'être. Aujourd'hui, je dois préciser. J'ai enseigné dans une université privée, là. Et tu as enseigné des étudiants qui c'est une université des... Alors, monsieur le fondateur, moi j'ai une question sur les raisons qui ont amené l'État à prendre cette décision. On sait que c'est depuis 2006. Ils ont décidé d'orienter dans les universités privées. Oui, le partenariat a commencé en 2006. Oui. Bien avant cela, l'État, les jeunes continuent à aller dans le public. Donc ça veut dire qu'après, c'est possible aussi que les jeunes continuent à aller dans le public, même si le projet d'extension et de rénovation des universités publiques reste encore sur table. Je suis d'accord avec vous sur la question. Mais si vous regardez un peu le recensement des étudiants et des enseignants, sur 110 000 personnes recensées, 33 000 sont des cas fictifs. Ce qui est trop pour l'État. 33 000 33 000, les chiffres qui ont été sortis. Non, attendez. Vous savez, j'étais quand même des résultats des audits. Non, j'étais dans cette émission. J'ai été confronté à M. Camara, qui est chargé des grandes gueules du ministère de l'Enseignement supérieur. On a confronté dans cette émission, chiffre contre chiffre. Le nombre de fictifs qui étaient dans le public était nettement supérieur aux fictifs qui ont été portés sur les universités privées. Deuxièmement, mais il y en avait quand même. Attendez, laissez-moi vous expliquer. On a que 5 minutes, les gars. Laissez-moi vous expliquer ceci. Quand on a dit des effectifs annoncés, dans chaque contrat, toutes les universités avaient un contrat bien précis. Le contrat disait, je te donne le nombre d'étudiants dans les formations et dans les filières. Si après, on donne le nombre d'étudiants, on mentionne les filières pour lesquelles les étudiants sont là et le contrat est établi. Je dois préciser une chose. Quand nous faisions ces contrats avec l'État, le contrat n'était pas révisable. C'était des contrats fermés pour un cycle de formation. Pour la licence fondamentale, c'était pour 3 ans et pour la licence expérimentale, c'était pour 4 ans. Qui fait que vous avez parfois un étudiant qui rentre en première année, qui fait la première et la deuxième, et qui s'inscrit pour le campus France, etc. Par finir, il obtient son admission, il est parti, vous ne révisez pas. De l'autre côté, quand on a posé ce problème au niveau du ministre, qu'est-ce qu'il a été dit? Moyennant ce que vous perdez sur, disons, l'augmentation des tarifs de formation, vous avez aussi quelques étudiants qui ne sont plus là, mais pour lesquels vous êtes payés. Donc ça, c'est des trucs qui existaient. Mais le nombre qui a été retrouvé dans les universités privées était largement en dessous de ce qui a été... Peut-être aujourd'hui, avec cette décision de ne plus orienter là-bas, ça a des conséquences quand même pour vous. Certes, vous allez fermer. Beaucoup ont fermé. Vous allez fermer, ça c'est sûr, ça, vous allez fermer parce que l'État... Oui. Juste une question. Il y a déjà une question que tu avais posée en amont, c'est-à-dire puisqu'il y avait un contrat avec l'État pour orienter certains étudiants vers les universités privées. D'abord, qu'est-ce qui a prévalu? Pourquoi l'État a cessé donc d'honorer ses engagements? Et secondo, qu'est-ce que vous avez fait depuis cela pour faire face à l'État pour que la situation change? Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser à la revue, donc, parce que aussi les frais d'inscription au niveau des universités privées, vous le savez déjà avec le problème de la situation des populations guinéennes, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait dans ce sens-là pour essayer d'alléger? Et terminons avec cette campagne d'inscription. La rentrée, c'est pour bientôt. C'est quoi votre message finalement? Est-ce que vous espérez... Voilà. Pourquoi l'État a rompu? Encore une fois, l'État est libre d'envoyer des étudiants au privé, tout comme ils peuvent ne pas envoyer. Ça, c'est un fait. Oui. Ce que nous reprochons à l'État, c'est le fait d'orienter systématiquement
sans tenir compte des capacités d'accueil de nos infrastructures. Ça, si nous voulons vraiment former des élèves conscients, des élèves, disons, au niveau des normes internationales, il faut accepter que l'effectif doit être géré de façon efficace. Des étudiants étaient orientés dans le privé et on a arrêté de le faire. Pourquoi? Vous savez, dans notre pays... Qu'est-ce qu'on vous a dit? Dans notre pays, attendez, dans notre pays, vous êtes dans le privé. Lamine, vous êtes dans le privé. Nous sommes dans le privé. Dans notre pays, il y a des gens qui ont parlé dans cette antenne qu'ils vont complètement anéantir les universités privées. Ça a été dit ici. J'ai mémoire. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu investir dans ce pays pour aider les populations guinéennes, qui sont jaloux des investissements des autres. Quand ils vous voient investir dans un secteur et le réussir, on essaie de te lancer tellement d'amalgame. Qu'est-ce que l'État vous a dit? Pourquoi l'État ne voudrait plus orienter donc les étudiants dans le privé? On n'a jamais reçu cette réponse. Ça n'a jamais par ailleurs été dit dans notre studio par un individu qu'il allait éteindre les universités, privées. Il a dit dans un rapport, et on parle de professeur Bano, dans un rapport adressé d'abord au ministre, mais ensuite au chef de l'État, il dit procédons, c'était même une suggestion, après tout le rapport, il a dit procéder à une extinction progressive. Et on lui a dit extinction. Est-ce que c'est pas très violent? Finalement, professeur Bano, face à Ousmane Kaba, vous vous souvenez de ces débats ici, les chiffres ont été présentés, on en a tiré nos conclusions. La question aujourd'hui, on est sur les enregistrements. C'est quoi le message? Vous attendez quoi? Sans l'État, vous ne vivrez pas? Les universités privées ailleurs font appel à des étrangers. Pourquoi cette partie? Nous sommes en train de faire ce que nous devons faire. Bien. Nous sommes en train de qualifier nos infrastructures, nous sommes en train de qualifier notre personnel, nous sommes en train de travailler sur des programmes innovants, nous sommes en train de faire de la publicité pour attirer les étudiants qui aimeraient s'inscrire dans nos universités pour suivre une formation de qualité. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin chez nous. Monsieur Djouma, évidemment, était notre invité ce matin. Merci à Mohamed Diaby, à Amadou Sow ici à la radio, à tous nos techniciens en régie, à la télévision, Kabine Kondé, Mamoudou Kondé, Mafata Sano, toute l'équipe. Demain, Zachary Tamba Milimono, vous le retrouvez évidemment ici dans cette émission. Et bien sinon, on se donne rendez-vous lundi si tout va bien. Prenez soin de vous. Au revoir.